Merci mon cher président. Je voudrais commencer par des remerciements, moi aussi, profonds et sincères. Donc merci, cher Thomas Delannoy, d'avoir eu l'idée d'organiser cette journée d'études sur Pierre Legendre. Merci aux collègues pour la profondeur et l'intelligence de leurs interventions. La mienne va être beaucoup plus légère, mais après tout, ce sont des propos conclusifs. Merci à Cécile Moiroux, que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui, pour tout ce qu'elle fait, pour la diffusion matérielle d'une œuvre qui vivra encore 100 ans par d'autres interprètes, qui est l'œuvre de Pierre Legendre. Alors, j'ai aucune légitimité pour parler de Pierre Legendre, tant son œuvre est imposante au regard de mes quelques écrits. J'ai simplement écrit 2 articles spécifiques qui sont spécifiques à l'œuvre de Pierre Legendre. Mais évidemment, j'ai été appelé à l'interroger dans mes écrits, puisque j'écris sur l'histoire de l'administration et sur l'histoire du droit administratif, et que mon directeur de thèse lui-même m'avait dit qu'il faut lire immédiatement l'histoire de l'administration, puisque c'est l'édition de 1968 qui m'avait présenté. Moi, j'ai travaillé sur l'édition de 1992. Alors, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que Pierre Legendre nous lègue une œuvre immense au plan de la profondeur intellectuelle, et que cette œuvre immense n'a jamais été reçu ou commenté dans le cénacle des historiens du droit. Et ce paradoxe m'a toujours étonné et sidéré, et donc je vais dire des mots très simples, très brefs, au sujet de cet étonnement. Des mots un peu au marteau, hein, qui vont être un peu brutaux, vous m'excuserez, non pas à l'égard de Pierre Legendre, vous vous en doutez, mais à l'égard de ma propre discipline, puisqu'il est bon de ne pas croire qu'on est investi de la vérité dès lors qu'on est institutionnellement casé par l'État, ce qui est le propre des professeurs d'université, surtout lorsqu'ils deviennent agrégés. Bien. Et donc, comment Pierre Legendre entend-il l'histoire du droit? Je vais poser 3 balises pour reprendre votre expression. D'abord, je vais essayer de comprendre où est le malentendu. Ensuite, je vais essayer de dire un mot sur cette curieuse façon de faire de l'histoire du droit qu'est l'histoire génétique. Pierre Legendre emploie l'expression généalogique, et il emploie aussi l'expression génétique, et je crois que c'est ce qui résume le mieux. D'ailleurs, toutes les interventions là, qui m'ont précédé l'ont bien démontré. Il y a une histoire génétique, en fait. Il s'agit de dévoiler une histoire génétique dans l'œuvre de Pierre Legendre. Et puis, je vais l'illustrer, cette histoire génétique. Ce sont des coups de sonde et des coups de génie, en fait. Chez Pierre Legendre, il y a un caractère intuitif à sa pensée, et c'est grâce à lui qu'on a pu écrire une histoire du droit administratif, en fait. Lui n'a jamais écrit d'histoire du droit administratif, mais il en a dit des choses qui nous ont permis, François Burdeau et moi-même, notamment, de pouvoir écrire nos histoires du droit administratif. Il a donc marqué, évidemment, de son empreinte, cette discipline qui ne voulait pas le reconnaître, qu'est l'histoire du droit. Alors, le malentendu, si je reprends ce titre, c'est parce que c'est évidemment une expression lacanienne, et puis le malentendu, c'est un des plus beaux articles, me semble-t-il, de Pierre Legendre dans la revue Pouvoir, où les juristes prennent une volée de bois vert, hein. Puisque les juristes refusent, je pense que Legendre était lassé d'être disqualifié parce qu'il était psychanalyste. Et il explique l'étroitesse de vue des juristes en leur intimant l'ordre de s'intéresser à cette science qui est aussi sérieuse que le droit, qu'est la psychanalyse. Alors Pierre Legendre, le malentendu, donc Pierre Legendre était un historien du droit, évidemment, on vous l'a rappelé, et je crois qu'il a souhaité le rester toute sa vie. Je crois qu'il était très attaché à cette appartenance, non pas en tant qu'histoire du droit institutionnel, mais précisément la façon de faire de l'histoire du droit. Alors qu'est-ce que l'histoire du droit? L'histoire du droit, c'est au moins 2 choses. D'abord, c'est un champ académique et microscopique, institutionnalisé par l'État. Ensuite, possiblement, l'histoire du droit pourrait être un projet intellectuel. Bon. Alors le champ académique, il est certain et il est bien gardé par ceux qui jouissent d'exercer un pouvoir autorisé d'État. C'est ceux que Legendre appelle les casés dans Jouir du pouvoir. Le projet intellectuel, faute d'avoir été entendu parce qu'il pourrait déranger, mettre les rangs en désordre, comme dit Legendre, donc ce projet intellectuel n'a pas rencontré l'approbation des historiens du droit de profession. Quand j'en parle de projet intellectuel, c'est celui de Pierre Legendre, bien sûr. D'où le malentendu, évidemment, entre l'œuvre de Pierre Legendre et ce qu'on appelle la section 03,
dans nos universités qui continuent, cette section 03, de feindre de l'ignorer. Bon, à mon époque, il ne fallait pas citer Pierre Legendre quand on faisait des leçons d'agrégation. N'est-ce pas le symptôme que l'histoire du droit académique a échoué en tant que projet intellectuel? Moi, ça me semble assez symptomatique. Alors, on va essayer de décortiquer un peu ces deux aspects. Revenons-en à l'histoire du droit comme un champ institutionnellement composé. Bon, comme on le dit en sport, l'histoire du droit va partir d'emblée avec de sérieux handicaps. Ils sont au moins au nombre de 3, les handicaps de l'histoire du droit. D'abord, l'histoire du droit est d'emblée affectée d'historicisme, cette sorte de pathologie de l'histoire. En témoigne le cas de Firmin Laferrière, auteur du premier manuel d'histoire du droit en 1836. Je vais sans doute être contredit par la salle. Firmin Laferrière est essentiellement un hegelien, de mon point de vue. Il ne fait de l'histoire du droit qu'au motif qu'il existerait une philosophie de l'histoire. Il le dit en tout cas en préface de son premier manuel de 1836. Or, cette philosophie de l'histoire, elle finit en général par exalter Napoléon à cheval comme incarnation parfaite de l'État. Bon, Adhémar Esmin, beaucoup plus tard, sous la Troisième République, qui écrit précisément au moment où cette République crée les premiers cours d'histoire du droit dans nos facultés, en 1880, et où elle décide cette bizarrerie de créer un concours d'agrégation d'histoire du droit en 1896, Adhémar Esmin milite tout autant au nom de l'histoire. Ou pour le dire autrement, il instrumentalise l'histoire du droit lors de sa reconnaissance académique en vue qu'elle confirme ce que les professeurs de droit public pensent de l'État comme nécessité de l'histoire. Première difficulté de l'histoire du droit. Deuxième difficulté, l'histoire du droit est donc arraisonnée au discours de vérité des professeurs de droit public. Esmin, je reviens à lui, comme il est professeur de droit constitutionnel et en même temps un des premiers professeurs d'histoire du droit, intime l'ordre à l'histoire du droit d'exalter l'État comme origine et fin de tout le droit public. Il le revendique d'ailleurs crânement en préface de son histoire des institutions. C'est de lui que viennent deux travers de l'histoire du droit. Donner à voir l'ancien droit comme simple préparation aux gestations de l'État, faire aimer l'idée que le droit institue, mais pas du tout au sens legendrien, que le droit institue au sens où nous devrions forcément rallier des institutions publiques qui nous sauvent ou qu'elles nous sauveraient d'une désorganisation sociale. N'oublions pas que Esmin est réputé républicain plutôt de gauche, mais il écrit peu de temps après la Commune de 1871 et il participe évidemment au projet des radicaux d'imposer un ordre républicain. Il faut faire aimer les institutions, Philippe le Bel préfigurant Jules Ferry. Bien, pour le dire très simplement. C'est un travers qu'on trouve toujours dans certains manuels d'histoire des institutions. Troisième défaut de l'histoire des institutions, dès son origine, c'est que l'histoire du droit, jeune et fragile, au plan de sa naissance et de sa reconnaissance, il a fallu 80 ans pour qu'elle soit reconnue, au sein de l'université impériale très autoritaire, cette histoire du droit doit donner des gages d'appartenance à la tribu des juristes universitaires de profession. Sous peine d'excommunication ou de disparition, elle intériorise qu'elle ne devrait faire que du droit. On entend par là qu'au moment où le renouvellement des sciences humaines bat son plein, la sociologie, l'ethnologie, etc., l'histoire du droit préfère s'arrimer au droit réputé pur, celui qu'enseignent les juristes dits positivistes, plutôt que de prendre le risque de dire que le droit nous informerait de quelque chose peut-être de plus grand que lui. Bien. D'où toute une littérature qu'on trouve encore aujourd'hui où l'histoire du droit se résume à des introductions historiques. Quelle horreur, ce titre. Des introductions historiques à telle ou telle matière de droit dit positif. Le sérieux commençant évidemment au droit positif. Bon. Donc pour le dire très simplement, la domestication de l'histoire du droit au droit, telle que privatistes et publicistes le récitent, a été intériorisée et consentie par les historiens du droit eux-mêmes. Et il serait temps qu'ils s'émancipent. D'emblée, ils ont donc abdiqué l'idée selon laquelle l'histoire du droit pourrait se constituer en science critique du droit, ce qui était évidemment la vocation de l'école historique chez nos amis germains. Bon. Et là, j'en reviens à l'histoire du droit comme un éventuel projet intellectuel. Et ici, je crois que le constat ne peut être malheureusement que sévère. Bon, de qui se souvient-on des historiens du droit? Il restera Jacques Ellul et Pierre Legendre. Même Michel Villet, qui a eu son moment, est en train de disparaître de nos mémoires. Or, l'histoire est parfois bon juge. Bien. L'histoire du droit n'a jamais sérieusement réfléchi à ce dont elle pourrait œuvrer. Elle n'a déplacé aucune ligne de force du droit
tel qu'il est narré par les positivistes, parce qu'elle n'a pas rempli sa mission première qui était de poser le droit comme problème à résoudre, ou comme sujet d'étonnement. Voilà. L'étonnement enfantin, comme le rappelait Hélène Orizet, et comme le rappelle Legendre lui-même, l'étonnement à l'égard du droit. Le droit, s'il n'est pas interrogé, est réputé parole de vérité. Il est d'ailleurs toujours asséné depuis des chaires par des professeurs qui sont quasiment à l'état de prière. Le juge est le prêtre de la loi, hein, disait Domat dans les lois civiles, mais le professeur est aussi le prêtre de la loi dans nos facultés. Il y a tout le cérémonial, voilà. C'est aussi ce qui faisait que Pierre Legendre n'était pas dupe, je pense, de l'enseignement académique dans nos facultés de droit. Bon, or, comment des universitaires peuvent-ils accepter que l'on ne révoque pas en doute un discours tenu pour celui de la vérité? Les questions devraient être qui parle, pourquoi, et à quelle fin, et notamment à quelle fin de manipulation des esprits. Bon. Or, c'est ce que précisément Pierre Legendre n'accepte pas, ce discours de la pseudo-vérité. Il va, en conséquence, défaire le discours des juristes, qui est, j'adore cette expression, une science de l'ignorance. C'est le sens, me semble-t-il, de cette belle expression qu'au premier abord on ne comprend pas, le droit comme science de l'ignorance. Et là, ça sera ma deuxième balise, c'est donc d'essayer de comprendre l'histoire génétique. Parce que l'histoire génétique à laquelle procède Pierre Legendre, c'est l'histoire du droit qui nous renseigne autrement que ne le font les juristes. Et il me semble que c'est un modèle qui aurait pu ou dû faire école, même si je déteste l'idée d'école, parce que dans l'école, il y a un maître et des élèves. La liberté universitaire répugne à ce genre d'idée. Bien, en tout cas, il faudrait méditer ce modèle. Alors, je vais citer Pierre Legendre. Vous allez sans doute reconnaître la phrase, je le cite. « L'histoire institutionnelle, quand elle a l'intention d'expliquer, devient une génétique. » Moi, ça m'avait frappé, hein, vous ouvrez. C'est la première phrase de la première partie de l'histoire de l'administration, dès l'édition de 1968. Cette première partie, on n'y a pas assez prêté attention, cette première partie s'intitule « Genèse ». Ce ne sont pas des dates, hein. C'est pas chronologique l'ouvrage de Pierre Legendre, c'est thématique et c'est biblique. Parce que, évidemment, c'est un clin d'œil. La génétique, c'est la genèse, c'est la création du droit. Bien. Autrement dit, Pierre Legendre assigne à cette discipline le fait de n'être pas historienne au sens où elle croirait relater le passé. C'est la raison pour laquelle son manuel n'est pas découpé en chronologie d'une part, un avant et un après, et d'autre part, l'approche est théorique dans la mesure où Legendre assigne à l'histoire du droit d'être explicative du droit présent. Dans l'introduction de son histoire de l'administration, il se montre ainsi très sévère sur les réformes entreprises par l'État sous la Troisième République en matière d'enseignement du droit. À savoir, pour simplifier, là où l'école historique de la première moitié du XIXe siècle entendait offrir du droit sa science, et c'est quoi la science par l'histoire du droit? C'est l'herméneutique des textes anciens. Or, la reconnaissance académique de l'histoire du droit par la Troisième République a cantonné cette discipline dans le rôle d'être une simple introduction et donc justification de ce que les positivistes enseignent. Comme l'écrit Legendre, je le cite, « Les réformes de la fin du XIXe siècle ont consacré la défaite des partisans de l'histoire du droit explicative. » Cette phrase m'a toujours servi de boussole dans mes études. Et il citait lui-même Édouard Laboulet, qu'il a l'air de beaucoup apprécier. Édouard Laboulet qui avait fondé lui-même la Revue historique de droit français et étranger en 1856. Et Laboulet mettait déjà en garde, dès les origines, les historiens du droit, puisque Laboulet disait, lui qui était un publiciste, qui s'intéressait beaucoup au droit positif, l'histoire du droit, en se refusant au présent, disait Laboulet, devient, je cite, une œuvre d'érudition, le luxe de la science et non pas la science même. Voilà. Ça devient une science d'antiquaire et non pas une science de la connaissance. Or, j'ai été moi-même le témoin de ce repli identitaire, comme le dit Jean-Louis Alperin, de l'histoire du droit, qui très rapidement s'est interdit de franchir le fameux cap de 1789, érigé en frontière infranchissable. Ça devait rester le domaine des positivistes, le droit post-révolutionnaire ou post-révolutionnaire. D'ailleurs, les historiens du droit avaient inventé une expression merveilleuse, c'est le droit intermédiaire. Et qu'on puisse encore utiliser cette expression en dit long sur l'absence de réflexion.
ou du moins d'épistémologie. Bon. Les historiens du droit ont cultivé l'illusion que le droit pouvait s'écrire seulement depuis le passé. Or, si on croit écrire depuis le passé, dès lors, le passé n'existe pas. Il est complètement fantasmé et ça ne sera jamais le passé réel. Bon, je renvoie à quelques œuvres contre-révolutionnaires en histoire du droit public. Il est évident que si l'histoire du droit est la science juridique, elle s'écrit depuis le présent, dont elle tâche de décrypter le sens des écritures juridiques. C'est une herméneutique, l'histoire du droit. Et c'est ce qui fait le génie de Pierre Legendre, qui cherche, c'est la science des signes. Bien. Pour rompre la monotonie des routines de ses collègues historiens du droit, Legendre opère donc une rupture épistémologique, même si jamais il aurait employé cette expression, au moins de 2 points de vue. Premier point de vue, l'histoire du droit nous renseigne autrement que par le droit. C'est là-dessus que je vais surtout insister. Et ensuite, l'histoire du droit nous renseigne autrement de ce dont le droit serait la signification. Alors, l'histoire du droit nous renseigne autrement que par le droit. L'intuition géniale de Legendre consiste en ceci. Ne pas faire comme ses collègues une énième histoire des institutions, mais tâcher de comprendre pourquoi et en quoi le droit institue. Or, je répète des choses qui ont été très bien dites avant moi. Pour ce faire, Pierre Legendre va se décentrer. On entend par là qu'il quitte le champ académique et étroit de l'histoire du droit officiel et prête une oreille plus qu'attentive au renouvellement des sciences humaines auxquelles ses collègues restent sourds. Que signifie instituer ? 2 sciences relativement nouvelles ont à nous informer sur le sujet, au moins pour ce qui concerne la façon dont il faudrait comprendre le verbe « instituer ». Ces 2 sciences, ce sont l'anthropologie, on l'a dit, et la psychanalyse. Je vais en redire un mot parce que c'est fondamental. D'une part donc, l'anthropologie. Il existe malheureusement un 2e malentendu, celui des rapports difficiles entre l'œuvre de Legendre et l'anthropologie reconnue, officielle, c'est-à-dire celle qui est issue de l'ethnologie, qui acquiert ses lettres de noblesse comme science structurale ou comme structuralisme sous l'égide de Lévi-Strauss. Bon, moi je pense qu'il y a un lien j'ai essayé de le dire dans un de mes articles, sur l'idée précisément il y avait un lien autour du structuralisme, me semble-t-il. Je crois que Pierre Legendre est aussi structuraliste que l'étaient les ethnologues de l'école de Lévi-Strauss. Malheureusement, la rencontre n'aura jamais lieu entre Lévi-Strauss et Legendre, qui reprochait manifestement à l'anthropologie académique au moins 2 choses. Le refus du sujet, au profit du social ou du collectif, parce que ça au moins il le dit, Pierre Legendre. Premier reproche, me semble-t-il. Deuxième reproche, le refus de prendre en considération les écritures juridiques comme porteuses d'une signification de la science de l'homme. Or, la science de l'homme, c'est le premier sens étymologique, du mot anthropologie. Et pourtant, on ne peut évidemment pas nier que Pierre Legendre soit anthropologue. D'abord parce que l'ailleurs, et donc le fait de se dérouter, soit sa marque de fabrique, puisqu'on l'a répété, mais c'est fondamental, après son succès à l'agrégation d'histoire du droit, l'université, écrit-il dans ses entretiens, sue l'ennui, et il va donc s'enfuir et connaître ses tropiques, comme il le dit dans ses mémoires, connaître ses tropiques, et son évasion, tant extérieure qu'intérieure, par un long séjour en Afrique pour le compte de l'UNESCO notamment. Ensuite, parce que, comme il le dit dans l'avant-dernier des jours, c'est ce décentrement africain qui va l'inciter à considérer la France comme un modèle étranger, digne d'être étudié en position d'ethnologue. L'anthropologie commence par l'étonnement d'être occidentale. Et c'est en cela aussi qu'il ne pouvait pas s'entendre, me semble-t-il, avec l'école de Lévi-Strauss. Il faut donc porter sur l'Occident un autre regard, dire ce que l'Occident ne voit pas de lui-même. Non. Rappelons que cette façon de voir la France comme un pays autre, c'est ceci qui incite Legendre à écrire son histoire de l'administration. Il le dit très clairement dans l'avant-dernier des jours. Je le cite. Rentrer, et vraiment là on va voir le Pierre Legendre en plus écrivain. Rentrer au village parisien, car chaque mot a son importance. Rentrer au village parisien, c'est le Normand qui parle. Rentrer au village parisien, j'allais alors m'atteler à revisiter cette question des formes de l'État français que je croyais connaître. L'expérience africaine m'avait préparé à conquérir un regard d'étranger sur l'État à la française. Je crois qu'il y a vraiment un éclaircissement limpide. On dit toujours que Pierre Legendre n'est pas limpide. Ben là, il est très limpide sur sa position d'ethnologue, en fait. C'est ce qui fait que son histoire de l'administration va encore durer longtemps. Bien. Donc,
il porte une grande importance à l'anthropologie. D'autre part, il porte une importance, me semble-t-il, encore plus grande à la psychanalyse. Ce second décentrement est pour ainsi dire encore plus brutal et beaucoup plus radical. Car il convoque la question de la difficulté d'être, dont a si bien parlé Hélène Orizet. Pourquoi vivre ? Pourquoi vivre ? C'est l'interrogation de tout sujet en proie à une analyse, et ça devrait être l'interrogation de tout humain et donc de tout juriste. Or, le droit, depuis que nous le connaissons en Occident, formule une réponse à cette question. Et notamment, en tout cas, c'est ce qu'écrit Legendre. C'est l'intuition qu'a Legendre. Et il en fait la démonstration. À savoir que le digeste, dans le digeste plus exactement, figure cette formule que Legendre va ressasser toute sa vie. Instituer la vie. Vitam instituere. Bien. Alors, je n'insisterai pas ici sur tout ce que Legendre emprunte à la psychanalyse lacanienne, au sujet de laquelle il marque probablement sa différence, puisque là encore, ses rapports avec Jacques Lacan n'ont manifestement pas été simples. Il s'en explique dans la préface de la réédition de Labour du censeur. Je retiendrai 2 traits saillants qui nourrissent sa pensée. D'abord, je vais être très bref parce que ça vous a été très bien expliqué, le droit n'est qu'affaire de langage, lequel langage, par principe, est normatif. L'homme interroge sa difficulté d'être, le droit résout cette difficulté, ou en tout cas lui apporte une réponse, parce que le droit interpose sa parole, c'est le fameux interdictum. En 2 mots, il faut décomposer. Bon. D'autre part, le droit manie la spécularité. Et alors là, il emprunte vraiment à la psychanalyse lacanienne, mais c'est très important ce thème du miroir dans l'œuvre de Legendre. Le droit tend un miroir. Il offre à aimer une image. C'est ce que les gens ne comprennent pas de la dogmatique, en général, de Pierre Legendre. La dogmatique, c'est ce qui embellit, c'est ce qui métamorphose, mais c'est ce qui embellit, c'est ce qui donne à voir la dogmatique. Bon. Et donc le droit offre à aimer une image, à commencer par celle qui dit instituer l'être, afin qu'il résolve précisément son indétermination. Cette image, c'est d'abord l'image de Dieu, c'est Dieu au miroir, hein, dans les leçons, c'est l'imago Dei, mais c'est l'image de l'État, parce qu'il existera, qu'on l'appelle Dieu, État ou une image symbolique, il existe toujours une altérité constitutive qui sera le fameux tiers garant auquel l'on voue son désir, en tant que cette altérité constitutive se montre ou se donne comme une image à aimer. Bien. Or, ce rapport, le désir, ce rapport à la psychanalyse est probablement ce qui a le plus déclenché les foudres des juristes, à commencer par les historiens du droit à l'endroit de l'œuvre de Pierre Legendre. Les juristes académiques n'étaient pas disposés à ce que Gratien puisse discuter avec Freud. 2 choses provoquent chez eux une répulsion immédiate, les juristes académiques. D'abord, ce que Legendre appelle la découverte accidentelle de l'inconscient. Ensuite, le fait que l'inconscient soit un objet à statut négatif. Je ne fais que reprendre des expressions de Pierre Legendre. Alors, c'était scandaleux pour les juristes. Pourquoi ? Parce que les redites de la prétendue rationalité du droit sont en effet prises à défaut par la psychanalyse. Quel juriste pourrait admettre que le droit ne soit pas l'expression d'une raison transparente à elle-même ? Quel juriste pourrait admettre qu'il ne soit pas transparent à lui-même ? Quel juriste pourrait admettre que l'inconscient puisse dominer ce qu'il croit penser par lui-même ? Quel juriste avouerait être mu par des désirs ? Quel juriste est-il prêt à admettre son amour d'autorité et de soumission à un maître ou à une autorité symbolique ? Et pourtant, les juristes étaient plutôt favorables à ce que nous portions un masque en 2020. Bien. L'histoire du droit l'histoire du droit nous renseigne aussi autrement de ce dont le droit serait la signification. Le droit n'est en effet jamais ni neutre, ni auto-fondé. Là, je reprends en partie Jacques Caillos, qui est un grand lecteur, vous le savez, de Pierre Legendre, qui l'a parfaitement intégré et compris. Bien. Il n'est ni neutre ni auto-fondé. Son étude ne saurait se satisfaire de la contemplation de ces textes comme s'ils témoignaient de la vérité des Écritures comme autant des pères de l'Église. Précisément, il ne faut pas être dupe, et grâce à Pierre Legendre, on ne l'est pas. Et nous en revenons à l'intuition de Pierre Legendre. Faire l'histoire des institutions ne nous dit rien de ce dont le verbe instituer est la signification. Pour ce que Legendre appelle l'anthropologie dogmatique, l'histoire du droit nous renseigne donc sur 2 sujets. Le droit a pour fonction de résoudre la question de l'être. Pour ce faire, il narre
l'institutionnalité, que ce soit celle de Dieu, du roi souverain, et donc de notre Seigneur, ou enfin celle de l'État, effet du monothéisme latin, en ce qu'il stabilise ce qui était en proie à l'incertitude et à l'instable. De même qu'il existe un imaginaire symbolique de la société pour Castoriadis, il existe un imaginaire symbolique à tout pouvoir. L'institutionnalité n'est compréhensible qu'à cette condition. Et c'est très important parce que du coup le normativisme est mort. Enfin, en tout cas, il a du plomb dans l'aile. Et donc, on devrait relire le gendre. C'est ce qu'a fait François Brunet dans sa thèse sur le normativisme en droit. Ça n'est pas du tout la sanction du droit qui assure son effectivité, comme peuvent le dire les normativistes. C'est la croyance en amont, en la bonté de celui qui est supposé l'exprimer. Parce que le droit, ça vous l'a été répété, est un lien. Et ça, tous les romanistes le savent pourtant. L'institutionnalité fonctionne comme un lien fiduciaire, c'est la foi, c'est le crédit dans la parole. Bien, l'institutionnalité fonctionne ainsi comme un lien fiduciaire en amont de toute idée de sanction. On place sa confiance dans un pouvoir qui, par sa parole réputée de vérité, s'offre du coup en objet de désir. Et il l'explique très bien, Pierre Legendre, dans L'amour du censeur. Bien, troisième balise, et puis ce sera ma conclusion en 3 minutes, eh bien, je vais vous donner des illustrations de tout ce que je viens de vous dire. Ça a permis à ceux qui ont essayé d'écrire l'histoire du droit administratif d'avoir des intuitions qu'on a en grande partie empruntées à Pierre Legendre. En tout cas, moi, je paye ma dette. Beaucoup de choses que j'ai écrites, je les dois à Pierre Legendre. Voilà. En effet, sans qu'il écrive une histoire du droit administratif, Legendre a permis que nous écrivions une histoire du droit administratif comme problème à résoudre, grâce à ce qu'il nous raconte du composé juridique de l'administration. J'adore cette expression, composé juridique de l'administration. Je vais retenir 4 petites choses. Le droit administratif est ainsi innervé par la figure paternelle de l'État. L'État n'est ni gendarme, ni providence. C'est l'inconscient premier du droit administratif, l'État paternel. Il ne l'avoue pas, le droit administratif. Mais c'est ce au nom de quoi il agit essentiellement, ce droit administratif. Le au nom du père n'est jamais qu'un synonyme des expressions juridiques qu'on trouve dans les manuels, sans qu'il s'en explique. Donc il faut dévoiler. Et c'est l'art de l'histoire du droit que de dévoiler. Or, le au nom du père, le paternoster du droit administratif, c'est quoi? C'est la puissance publique, c'est l'utilité publique, c'est l'intérêt général. L'État sait et assigne comme un père. Le droit administratif parle la langue du Notre Père. Première chose, le droit administratif est par voie de conséquence une police, dressée et donnée à aimer l'autorité, qui ne nous dresse qu'à la mesure qu'elle nous dédierait son amour. La police administrative, c'est ce qui fonde le droit administratif, dit Pierre Legendre dans son Histoire de l'administration. Cette intuition me semble incontestable. La police administrative, cette bizarrerie française, la police administrative, elle prévient. Elle vient avant, c'est extraordinaire. Avant tout délit. La police, administrative, elle police comme on façonne, c'est le sens étymologique. Elle élimine les aspérités. Elle scrute quasiment les âmes, en fait. Elle vient avant le délit, disent les juristes. On serait tenté de dire, suivant la grille de lecture psychanalytique de Legendre, que la police administrative vient avant le délire de la raison individuelle. L'État, institutionnalité symbolique, prend en charge les désirs. Dès lors autorisés, lorsqu'il les reflète ou les exprime, l'État pourra exercer, lui, de la violence. C'est ce que Legendre résume par cette formule choc, le délire sacré de l'État. Il prend sur lui les comportements déviants, il a le droit d'exercer le monopole de la violence légitime, comme disent les juristes, mais il se joue autre chose en coulisses. C'est une prise en charge des désirs d'autrui. Et donc, évidemment, la police administrative a le droit de restreindre, et nous aimons les restrictions à notre liberté confère le Covid, et toutes les restrictions à la liberté. Il faudrait relire l'attestation, vous savez, ce fameux texte, l'attestation, il faut le relire à la lumière des écrits de Legendre. Bien. Troisième chose, l'histoire du droit administratif, Legendre n'avait pas attendu Pierre Bourdieu ou Bruno Latour pour analyser le droit administratif comme parole accréditée des puissants. Il a notamment cette formule: le juge administratif assure le gardiennage de l'État. J'ai repris cette formule dans certains de mes écrits. Legendre, en bon historien du droit, ne croit jamais en un droit d'origine législative. Il le dit d'ailleurs dans l'avant-dernier des jours, le code civil annonné lui inspirait l'ennui.
Il lui préférait la jurisprudence et par voie de conséquence le droit administratif au droit civil. Car comme les canonistes médiévaux, les conseillers d'État sont les mâcheurs des contradictions juridiques en vue d'imposer le pontificat de l'État administrativement réalisé par une parole de vérité. Enfin, bouclons notre boucle. Legendre a écrit en introduction de son histoire de l'administration: le droit administratif s'est constitué en se libérant de son histoire. Dans le registre du dogmatique, ce qui se donne à voir, on pourrait dire qu'il a escamoté ses montages, supprimé la scène et ses coulisses, et effacé jusqu'à ses escabeaux. Dans le registre du profond, l'anthropologie, on pourrait dire du droit administratif qu'il a parfaitement masqué ses origines. Je vous remercie.